Bonjour à tous, donc, bienvenue à cette session, cet atelier sur les semi-conducteurs. Donc, je suis Sébastien Montuscla, donc BPI France, à Direction Expertise. Je m'occupe de sujets numériques et notamment du sujet des semi-conducteurs. On a un ensemble de panels, ils vont se présenter au moment de leur première intervention. Donc on fera ça dans le fluide de cette présentation. Alors les semi-conducteurs, un super secteur formidable avec beaucoup de défis, des défis techniques, des défis économiques, des défis géopolitiques. En ce moment, on est effectivement, depuis ces dernières années, en plein séisme. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cet atelier aujourd'hui? Parce que c'est un secteur qui est stratégique à multiples titres. Stratégique sur l'aspect économique, évidemment, la valeur ajoutée de ce secteur et l'implication dans les différentes chaînes de valeur et les applications. Industriel, parce qu'il y a une empreinte, effectivement, en termes de fabrication. On rappellera qu'on a un marché global des semi-conducteurs à plus de 680 milliards et qu'à l'échelle européenne, on est encore en dessous de la barre des 10% de semi-conducteurs fabriqués sur cette zone, donc de gros challenges de ce côté. Et puis l'aspect aussi souveraineté, parce que c'est du matériel, donc effectivement, est-ce qu'on accepte d'être en dépendance de certains pays, de certains acteurs. Donc un vrai sujet aussi où la France doit se positionner. On avait de nombreux choix aussi, de possibilités sur cette intervention sur ces semi-conducteurs, parce que c'est extrêmement vaste comme secteur, avec des chaînes de valeur qui sont complexes. On a fait le choix aujourd'hui de se focaliser sur un vrai sujet qui est celui de l'industrialisation. Parce que sur les 10 dernières années, notamment au travers de BPI, on a fait la très grosse vague de la French Tech, donc de gros efforts sur l'académie, sur le gros effort sur l'émergence de sujets deep tech et l'arrivée de ces technos potentiellement en création de nouvelles entités, nouvelles startups ou de nouvelles activités. Mais du coup, il y a ce moment un peu critique là qu'on va essayer de découvrir et d'analyser au travers de ce panel. Il y a quand même des grandes news sur cette industrialisation. Tout récemment, on a eu l'annonce de la levée de fonds de Scintille, photonique. Parce qu'on rappelle que les semi-conducteurs, il y a l'électronique, mais il y a aussi toutes les activités photoniques. Tout ça, c'est effectivement dans cette grande mouvance. Et donc Scintille, là, sur les derniers jours, qui a annoncé ces 50 millions d'euros de levée de fonds pour faire justement et contribuer à l'industrialisation de ces interconnexions photoniques haut débit, notamment pour le secteur de l'IA. Nous aussi, en termes de BPI France, ce qui compte beaucoup aussi, c'est l'analyse de ces secteurs. Et on va en discuter. On est dans la phase de réalisation d'un radar de cet écosystème des semi-conducteurs. Donc, on réalise ça avec YOL Group. Donc, on va vous présenter un petit peu tout ça. Mais en tous les cas, c'est bien dans cette phase. Donc, vous avez reçu, en tant qu'intervenant sur le secteur des semi-conducteurs, ce questionnaire. Et donc, vous avez encore du temps pour y répondre et permettre évidemment l'inscription de votre entreprise sur ce radar. Donc, premier thème, effectivement, c'est cet écosystème français des semi-conducteurs. Et donc, l'organisation de ce radar. Donc, Jean-Christophe, si tu peux te présenter et dire voilà, pourquoi c'était important pour toi, pour ce secteur, de faire ce petit travail avec nous. Donc Jean-Christophe Éloi, je suis à la fois fondateur et dirigeant en fait de YOL Group. On est une société qui fait des analyses en fait, marché dans ce domaine-là, 150 personnes présentes un peu partout dans le monde. Et en fait, on avait décidé de lancer avec BPI ce radar pour mieux comprendre en fait l'industrie des semi-conducteurs en France et du coup la dynamique derrière, qu'est-ce que ça représente en termes de société, etc. Et là, on est en train de finaliser les derniers éléments et on se rend compte qu'il y a une diversité de sociétés importante. On a à peu près 290 sociétés du domaine semi-conducteur qui sont basées en France, avec les dernières startups de quelques personnes, l'activité de ST Microélectronique avec quelques milliers de personnes, et tout au long en fait de la supply chain. Donc des gens qui font des matériaux, du gaz, Air Liquide pour citer un acteur mondial, mais aussi des équipements, des gens qui fabriquent des composants avec des unités de production, ST bien sûr, mais des acteurs japonais comme Murata qui viennent d'inaugurer une fab 8 pouces à Caen, des acteurs qui sont fabless, donc qui font du design sans unité de production, des acteurs qui font du test, qui font du packaging, etc., etc. Donc un nombre d'acteurs qui est conséquent. Par contre, sur les 290 sociétés, vous avez à peu près 180 sociétés qui sont des PME, PMI ou des startups avec moins de 250 personnes. Donc ça peut être des sociétés très établies de façon industrielle. Donc
Je cite quelques noms comme ça, une société comme Optim Wafer Service qui fait du reclaim de wafer, qui fait ça depuis au moins 20 ans, qui continue à faire ça, ça fonctionne avec une activité stable, ou des startups qui sont dans une phase de levée de fonds, qui sont en train d'investir, dans des phases d'industrialisation, et donc avec une dynamique assez forte. Donc on a un panorama de sociétés, de très grands groupes, beaucoup de PME, PMI, des acteurs qui sont à la fois innovants ou très ancrés d'un point de vue industriel, et derrière, une dynamique qui reste forte parce que ces marchés sont en croissance. On a identifié depuis 5 ans, on n'a pas tout à fait fini, mais plus d'1 milliard en fait, d'augmentation, 1 milliard d'euros d'augmentation de capital en 5 ans, ce qui est quand même beaucoup. D'augmentation de capital, pas d'investissement. Le niveau d'investissement en France est beaucoup plus important. Et du coup, derrière, une dynamique et des poussées d'un point de vue business qui est vraiment extrêmement forte. Beaucoup de dynamique aussi derrière en termes de fusion-acquisition. Un certain nombre de sociétés, à un moment donné, trouvent une porte de sortie à la fois pour croître, mais aussi pour leurs investisseurs en se vendant à d'autres. Donc des acteurs comme Hprobe, d'autres acteurs dans le domaine équipement ou composants ont pu se passer en fait au stade industriel via une transition aussi à travers un rachat. Et l'idée en fait de ce radar était vraiment de comprendre en profondeur et justement d'updater tous les ans cette dynamique pour bien comprendre que deviennent les sociétés, comment se passent ces transitions entre start-up, PME, PMI, ETI et croissance derrière, ou adossement à un groupe industriel ou à des financiers de façon à pouvoir permettre en fait cette croissance. Là, tu as bien brossé donc, la chaîne de valeur. Donc, il y a même encore plus de métiers que tu l'as effectivement commencé à le dire. Ce qui est très important sur ce secteur d'activité, c'est la qualité de l'écosystème. Parce que quand on exécute un programme, un projet, il faut être en mesure de s'appuyer, de se retourner vers des personnes. Donc, en complément de cette analyse de la chaîne de valeur, est-ce que tu peux juste dire quelques mots sur les métiers un peu connexes, les fournisseurs, et l'importance de tous ces métiers de l'ombre pour réaliser effectivement une belle entreprise en semi-conducteur? Tout à fait. On peut citer des exemples assez différents dans le domaine des outils en fait, du design, EDA. Il doit y avoir au moins une quarantaine de sociétés en France. EDA, c'est Electronic Design Automation. Oui. Donc des outils en fait, de design. Il y a au moins une quarantaine de sociétés en France qui fournissent des outils en fait, à leurs clients. À l'autre bout de la chaîne, vous avez des startups dans le domaine matériaux, une société comme Solnil à Marseille qui développe des matériaux, en fait Solgel, pour la photonique et qui a une activité de synthèse de matériaux. Enfin, etc., etc. Vous avez des gens qui sont là pour accompagner en fait la mise en œuvre industrielle et d'industrialiser un certain nombre de process. Une société comme Cerma Technologies aide à cette industrialisation. Donc vous avez une diversité de métiers où généralement on voit simplement les fabricants de composants parce que c'est clé. Sans ça, il n'y a pas cette industrie-là. Mais derrière, vous avez un terreau enfin, industriel qui est extrêmement important et extrêmement diversifié. Et l'autre point qui est important aussi, beaucoup de ces sociétés ont des activités internationales, en fait. Les grands donneurs d'ordre savent trouver les sociétés où qu'elles soient dans le monde parce qu'ils ont besoin d'une technologie, parce qu'ils ont besoin d'un élément par rapport à leur supply chain. On parlait de Scintille, Nvidia est un des investisseurs de Scintille, mais on peut parler d'acteurs, je citais Solnil tout à l'heure, c'est une société qui travaille avec le banc et l'arrière-banc de la photonique au niveau mondial, et c'est 10 personnes à Marseille. Donc il y a vraiment cette notion à un moment donné, si vous avez quelque chose d'innovant qui répond à un besoin industriel, en fait, vous êtes capable de travailler avec des clients où qu'ils soient. En fait. Donc ça va être un élément très fort dans cette table ronde, c'est la proximité des marchés, la notion d'industrialisation. Mais effectivement, donc un premier retour, on peut très bien être une petite structure, donc de quelques personnes, et avoir un ou plusieurs clients à l'autre bout de la planète et avoir comme client un major, entre guillemets, des semi-conducteurs. Donc tout est possible entre guillemets. Et évidemment, il y a la qualité de la valeur ajoutée, la valeur proposée par le produit, par le service. Par contre, effectivement, à un moment, il faudra effectivement soit le client qui découvre au travers de quelques moyens, donc on verra un petit peu les différents moyens, mais en tous les cas, après, il faudra bien effectivement des personnes qui gèrent et qui ont l'habitude de faire ce pas-là. Tu reviens donc de Semicon. Donc ça c'est un très gros événement donc en Asie. Donc comment en tant qu'entreprise française voilà, on doit forcément aller là-bas. Comment est-ce qu'on fait pour se
tenir au plus proche de ses clients de ce type-là? Alors, il y a quelques événements dans le monde régulièrement sur toutes les thématiques du semi-conducteur qui attirent à la fois les donneurs d'ordre et les fournisseurs. SMICON Taïwan et l'ensemble des SMICON en sont un. Il y a deux enseignements associés à ça. Un, c'est des marchés conséquents, 690 milliards de dollars prévus pour cette année, avec des dynamiques de croissance entre 8 et 10% dans les 5 ans qui viennent. Donc ça rajoute quand même 70 milliards de dollars tous les ans en termes d'activité. Donc c'est conséquent, c'est vraiment des montants gigantesques. À côté de ça, des besoins technologiques énormes, du fait de l'évolution, que ce soit des évolutions dont on entend parler tous les jours, associées à l'AI, à l'infrastructure de l'AI, parce qu'on a besoin de mémoire, de capacité de production, mais aussi de la thermique, pour gérer la thermique au niveau de ces composants-là, qui est quand même, pour s'exprimer simplement, qui est quand même une problématique gigantesque. Et puis à l'autre bout de la chaîne, des évolutions au niveau automobile aussi très fortes, avec des voitures de plus en plus autonomes. Et en Chine, c'est assez impressionnant ce niveau-là en fait en termes de push. Et du coup, des capteurs, du logiciel associé au plus près des capteurs de façon à déterminer ce qui se passe, etc., etc. Donc il y a une diversité qui est assez impressionnante en termes de besoins et de traction au marché. Et derrière, des besoins qui sont vraiment sur toute la chaîne industrielle des semi-conducteurs. Et ces plateformes-là sont vraiment importantes et apportent une visibilité même pour les petites sociétés. Merci Jean-Christophe. Là, c'était le panorama, les grands enjeux du secteur et les enjeux pour nos entreprises françaises. Maintenant, on va basculer à la deuxième partie de la table ronde. Donc, très orienté donc industrialisation, parce que c'est quelque part le clé de voûte de ce secteur, parce que quand on maîtrise les savoir-faire de production, on anticipe beaucoup mieux et on échange beaucoup mieux avec les clients quand on fabrique ces objets. Donc, de participation du fonds SPI, donc société de projet industriel de BPI France, donc très orienté dans ce point d'industrialisation. Je me tourne d'abord vers Aymar, donc CEO d'ECO. Peut-être premièrement présenter votre entreprise. Oui, merci de me donner la parole. Donc, ECO, c'est une jeune entreprise qui est spécialisée dans la fabrication des microcircuits flexibles destinés à gérer des sources d'interconnexion entre le semi-conducteur et le monde physique. Alors, on se gargarise d'être dans le monde de l'électronique souvent, mais nous sommes tous sauf des électroniciens. Nous sommes des gens des matériaux. Et à la fin, nous attachons beaucoup d'importance à l'aspect hardware. Parce que même si aujourd'hui tout est digitalisé, à un moment donné, il faut une interface entre le cloud et le monde physique. Et cette interface-là, elle est souvent matérielle. Et c'est ce que nous développons chez ECO, c'est-à-dire des connecteurs qui permettent de connecter les informations physiques aux semi-conducteurs. Alors, ce sont des informations qui peuvent être de type radiofréquence, qui peuvent être des courants électriques, des micro-courants, mais ce sont aussi maintenant des informations qui sont issues de capteurs. Et nos solutions, nos microcircuits deviennent aujourd'hui des capteurs pour notamment le domaine du médical et la microfluidique. Alors, en préparant cette table ronde, vous aviez eu une analyse justement de cet écosystème, on va dire, un peu mondial des semi-conducteurs. Et donc, il y avait la partie packaging qui justement, était très importante pour vous, avec justement ce manque un petit peu au sein de l'Europe. Oui, alors tout à l'heure, Jean-Christophe a parlé du monde du semi-conducteur et du packaging. Et si je me souviens bien, 10% des composants électroniques sont fabriqués en Europe, mondiaux. Et je crois que moins de 1% de ces composants sont packagés en Europe. Donc le packaging qui était, je dirais, qui fut pendant quelques années le bas métier de l'électronique, est en train de reprendre de l'importance parce que les futurs composants vont nécessiter de l'interconnexion de fonctions. Et cette interconnexion de fonctions est destinée à reconstituer des composants électroniques et il va falloir savoir gérer ces interconnexions. Et là, on parle de l'advanced packaging. Donc, c'est le futur du packaging qui va devenir extrêmement important, notamment pour des applications, je dirais, de sécurité. Et donc, vous avez identifié cette opportunité
Alors on a identifié, nous, cette opportunité, fort du constat qu'il y a peu d'acteurs aujourd'hui en Europe. Nous souhaitons redynamiser cette activité-là. Et au départ, ECO a été créé pour ancrer en France et en Europe des briques technologiques qui sont majoritairement parties en Asie aujourd'hui et qui vont faire défaut dans le domaine de l'électronique pour le développement des nouveaux produits. Donc nous avons créé cette structure qui était une start-up industrielle, c'est-à-dire une société qui a pour vocation de produire des millions de pièces, hein, et qui aujourd'hui est une scale-up, c'est-à-dire qu'on est en train de démarrer et on a passé nos plusieurs dizaines de millions de pièces produites dans la structure. C'est un challenge parce qu'on est très éloigné des besoins du packaging qui aujourd'hui sont majoritairement en Asie et plus particulièrement en Malaisie. Mais on propose des solutions extrêmement innovantes en matière de process de fabrication, plus que de produits. Et ça nous permet aujourd'hui de trouver de la compétitivité dans ce marché qui est un marché international où nous sommes fortement pénalisés par la parité des monnaies. Claire. Autre point par rapport à votre création, vous n'étiez pas dans une dimension entre guillemets techno-push, là, comme on peut le voir sur certaines propositions, mais au contraire à l'écoute de certains clients que vous avez identifiés, préidentifiés en fait. Oui, c'était une excellente remarque. Pour réussir l'équation de l'industrialisation et monter en volume, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas trop s'éloigner du besoin. Et donc proposer des innovations très incrémentales par rapport aux besoins industriels. Parce que même si on parle beaucoup d'innovation de rupture, de nouvelles technologies, l'industrie est assez résistante au changement. Donc pour pénétrer un marché assez rapidement, notamment quand on est une start-up, il ne faut pas trop s'éloigner du besoin, mais il faut proposer quelque chose que je qualifierais d'innovation incrémentale. Un peu mieux que ce qui existe, peut-être un peu moins cher, à travers l'innovation dans les process, mais avec la capacité d'adresser un besoin immédiat. Donc ça, c'est une façon, une vision, une façon de faire et d'arriver sur ce secteur des semi-conducteurs. Une autre position, donc Monsieur Kobe, donc alors j'ai envie de dire une position tout autre, avec un historique tout autre chez Iten. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter à la fois Iten et votre parcours? Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok, ça marche. Donc Vincent Kobe, CEO d'Iten. Iten, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui fabrique des batteries solides. Alors déjà, cette phrase-là, fabriquer des batteries solides, il y en a moins de 5 dans le monde, donc ça nous amène dans un savoir-faire très particulier. C'est une entreprise qui a été créée il y a une grosse dizaine d'années avec 2 ou 3 visions principales qui sont, à mon avis, particulièrement justes et simples. C'est dire, en gros, l'électronique, depuis 50 ans, a fait énormément de progrès technologiques, de taille, de puissance, de vitesse, de capacité, et a complètement ignoré le sujet de l'énergie. Si vous ne me croyez pas, regardez votre montre, regardez votre téléphone, regardez votre laptop. 30, 50, 60% du volume de ces objets-là sont maintenant des batteries parce que l'électronique a ignoré le sujet de l'énergie. Vous projetez dans 10 ans, vous parlez d'IoT, vous parlez de 5G, vous parlez de tracking de tout un tas d'assets. L'électronique n'y est pas prête parce qu'une pile bouton ne répondra pas à ses besoins. Une batterie lithium-ion, ça ne se transporte pas et c'est dangereux. Et globalement, les densités d'énergie ne sont pas bonnes. Iten a développé des savoir-faire. Alors, je vous le fais un peu technique. C'est des multicouches de céramique poreuse à base de nanoparticules. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire des choses miniaturisées. On parle de quelques millimètres carrés, soudables sur des composants électroniques. Une batterie lithium-ion traditionnelle n'est pas soudable, qui fonctionne dans des températures larges de moins 20 à plus 70 degrés, qui dure 20 ans et qui se recycle comme un composant électronique et pas comme une batterie. Donc on a une innovation qui est une innovation profondément de rupture dans les concepts de systèmes électroniques et dans les usages, mais qui permet d'envisager une adoption responsable de la connectivité. 2-3 chiffres, puis on va changer de sujet. 0 objet connecté en 2000, 70 milliards aujourd'hui. Si on fait ça avec des billes primaires traditionnelles, on jette 250 millions de batteries primaires tous les jours à la poubelle.
Je recommence. Ça fait quelques containers. Donc, c'est le problème qu'on essaie de régler. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça? Il y a un écosystème de recherche en France extraordinaire. On parle de l'ENS Lyon, on parle de l'Université de Bourgogne, on parle de l'Institut des céramiques de Limoges, on parle du CNRS. On a un réseau de fournisseurs, que ce soit dans les matières ou que ce soit dans les méthodes de test. On peut parler de Solvionic qui fait des gels ioniques qu'on incorpore dans nos batteries. On peut parler de MGA qui fait des équipements de test. On a une source de capital. Je vais être poli avec mon actionnaire et investisseur BPI qui nous a aidés à monter ça. Et devant nous, on a un challenge qui est d'industrialiser, de monter en puissance et de trouver le bon équilibre entre la montée des clients et la montée industrielle dans un savoir-faire qui est unique au monde, où on réinvente un peu la roue en ne voulant pas inventer des nouveaux équipements. 2 secondes sur moi, juste pour... moi, je viens de l'automobile, j'ai jamais fait d'électronique, j'ai dirigé des marques automobiles, dont une petite que vous connaissez qui s'appelle Citroën pendant quelques années. Donc, j'ai une certaine connaissance des usines et pas beaucoup de connaissance de l'électronique. Alors justement, c'est le point qui est hyper intéressant dans cette table ronde, parce qu'on l'a vu, on est sur des sujets d'expertise très techniques. On a énormément parlé des laboratoires dans d'autres tables rondes et puis dans cet événement. Et là, brusquement, quelqu'un qui a un IF pour diriger une entreprise qui vient de l'automobile, c'est quoi la logique? Qu'est-ce que vous avez apporté à Iten? C'est quoi votre ambition? Et en gros, c'était quoi les éventuels sujets que Iten n'arrivait pas à forcément, Iten ou une autre start-up, hein, Moi, je pense qu'on peut revenir. Beaucoup d'entre vous ont dû faire un petit peu de manufacturing engineering dans leur vie. Il y a 2 principes simples dans le manufacturing, c'est être capable et être sous contrôle. Je pense que le savoir-faire scientifique présent en France rend assez facilement une entreprise capable. On est capable de faire un prototype qui démontre que cette technologie de rupture fonctionne. Sous contrôle, c'est être capable de le faire 1 million de fois tous les jours avec une déviation très faible. Et là, on est complètement dans un autre système. Et si on revient un peu, j'ai un de mes administrateurs assis devant, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais Éric Lecomte m'entend chanter cette chanson régulièrement. Quand on passe de 1 proto qui fonctionne à 1 million de 1 million de productions tous les jours qui fonctionnent, la première chose qu'il faut faire pour moi, c'est de la simplicité. C'est être très clair sur quelle est votre gamme, quelle est votre offre de produits, pas 25, 5. Sur qu'est-ce que vous attendez en termes de performance industrielle. Avoir des objectifs très clairs, les répéter de façon absolue. C'est très difficile pour un Français de refaire la même chose tous les matins. C'est très facile pour un Asiatique, c'est très difficile pour un Français. Donc vraiment inculquer cette culture de faire pareil, c'est bien. Faire différent, c'est pas bien. Je provoque un peu, mais... C'est la créativité à la française. Mais c'est bien, non, mais c'est bien le changement de culture industrielle. Et derrière tout ça, il y a une logique, alors on va rentrer dans des détails très simples, mais de transparence de l'information, de feedback de l'information en temps réel, d'identification du rôle de chacun des process, de réutilisation de machines existantes, de ne pas réinventer la roue. C'est-à-dire d'évacuer tout ce qui peut paraître intéressant d'un point de vue scientifique, mais extrêmement polluant d'un point de vue industriel. Et moi, mon rôle, c'est ça, c'est de passer d'une entreprise qui est capable à une entreprise qui est sous contrôle d'un point de vue industriel. Un autre point complémentaire, on parlait de l'écosystème. Alors, écosystème, ça va pour les entreprises, ça va aussi pour les personnes, les profils qu'on peut trouver effectivement sur le territoire ou ailleurs pour compléter son équipe. Il y a un point qui m'a vraiment interpellé, c'est quand une start-up qui veut faire de l'industrialisation, quand avec la première équipe initiale, elle met en place des process industriels sans forcément avoir trop d'expérience et j'ai envie de dire, d'utiliser le terme de seniorité dedans. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit topo sur un des exemples que vous avez rencontrés? Oui, alors il y a plusieurs aspects. Premièrement, je pense qu'on a la chance dans ce pays d'avoir énormément de compétences techniques. Et si on regarde le système, la dichotomie que je décrivais tout à l'heure de être capable et être sous contrôle, il y a un univers de recherche qui nous permet d'être capable, qui est assez unique au monde. Des batteries solides, il y a au moins 200 entreprises qui ont essayé dans le monde. Des gens qui en font, il y en a moins de 5. Et sur les moins de 5, il y en a déjà 2 en France, si vous comptez Bolloré Technologies. Donc ça veut quand même dire qu'on a un savoir-faire. Quand on passe à être sous contrôle, on appelle des cultures très différentes. Et dedans, il y a des gens
et puis il y a quelques principes clairs. Et l'exemple dont on avait parlé, qui moi me paraissait très, très intéressant, c'est si vous savez ce qu'est un MES, c'est-à-dire le système qui gère votre outil de production, c'est assez facile d'avoir une vision, je dirais voice of God. C'est-à-dire, on décide tout dans un bureau central et l'usine fera ce qu'on lui dit. Je peux vous donner 15 exemples d'usines qui se sont arrêtées avec ce genre de logique. Et puis, je vous invite à regarder ce qu'a fait Toyota, qui dit c'est la matière qui décide. Ce n'est pas le patron de l'usine. Et en fait, ça, c'est un choix que vous faites à un moment où vous êtes 10 dans l'entreprise et où vous n'avez pas investi un copec dans l'industrie. Mais si vous faites le mauvais choix, vous le payez 5 ans plus tard. C'est ce qui nous est arrivé. À la fois la personne et à la fois le MES venaient d'une logique, j'allais dire, traditionnelle d'études, qui est de dire on va tout contrôler depuis un bureau d'études. Et en fait, la réalité d'une usine, c'est la matière qui contrôle une usine. Et donc, ce genre de choix, pour moi, ça fait un peu partie des pitfalls, des risques d'un transfert industriel, qui est de penser que ce qu'on a réussi à contrôler dans un labo, on va pouvoir le contrôler de la même façon dans une usine. Merci. Ça, c'est vraiment un point très important de cette table ronde. Je reviens vers vous, Eric. Donc, votre philosophie, c'était à la base de partir d'existants. Vous avez commencé à le dire, le concept d'itération, mais en même temps, il faut quand même faire une roadmap avec des nouveaux produits, de nouvelles offres. Comment est-ce que vous gérez cette ambiguïté? Alors, c'est une bonne question. La véritable question, à vrai dire, c'est de comment faire une industrie le plus rapidement possible. Et donc j'ai expliqué qu'on abordait les marchés avec des solutions très itératives, c'est-à-dire un peu mieux que ce que l'on peut trouver. Mais d'un autre côté, je rejoins tout à fait Vincent avec la remarque qui consiste à mettre sous contrôle une industrie. Alors, quand on est une start-up, c'est un véritable sujet. Comment mettre sous contrôle son geste industriel? Parce que le pari que l'on a fait chez ECO, c'est de mettre autour de la table des seniors, à vrai dire. Donc, on est allé chercher un groupe de seniors et on a fait travailler un groupe de seniors sur ces sujets-là, qui sont aussi des actionnaires de l'entreprise, et on les a énormément sollicités. Ce qui nous a permis d'arriver assez vite à un process maîtrisé et à un process sous contrôle. Donc, à partir de ce moment-là, on a innové dans nos procédés, et aujourd'hui, on est capable, grâce à cette innovation, de produire des pièces compétitives face à la concurrence asiatique. Voilà. Donc, la seniorité, il a fallu la chercher rapidement. La stabilité du process, il a fallu la trouver rapidement. Et on a fait ça grâce à un groupe de travail ultra senior. Alors, j'ai travaillé avec une entreprise américaine, pour une entreprise américaine, il y a quelques années. Et j'étais assez étonné de voir qu'au sein du conseil d'administration, il y avait tous les créateurs de l'entreprise qui avaient plus de 80 ans. Et les nouveaux, les jeunes babies là, qui arrivaient. Et j'ai trouvé que ça créait un équilibre assez incroyable. Et j'ai voulu, au sein de ECO, reproduire ce schéma-là pour donner beaucoup de stabilité à une jeune entreprise. Voilà. C'est ce qui fonctionne et c'est ce qui a été fait. Vincent, si vous voulez... Oui, si je peux réagir, il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus. La première chose, c'est vous gérez une start-up en France, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous êtes très attractif sur le marché de l'emploi, vous êtes probablement un des seuls secteurs qui embauche vraiment, et vous avez des perspectives de croissance et de financement. Alors, les mots en ce moment sont un peu frais, mais dans l'absolu, c'est quand même réel. Et donc, dans mon cas particulier, embaucher quelqu'un chez ST, chez Arkema, chez Valeo, c'est pas très compliqué. Il ne faut pas être humble sur le fait que quand vous innovez, vous êtes difficile sur le marché de l'emploi. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir une histoire, vous pouvez avoir des perspectives de carrière, d'évolution qui sont très importants. La deuxième chose, par rapport à ce qu'a dit Eric, c'est très facile de dire dans 10 ans, je vais faire ce produit fantastique, puis en fait, vous serez mort dans 10 ans. Et donc, il y a un enjeu de gestion de l'évolution technologique. Et je reviens, moi j'ai vécu 15 ans au Japon, donc je suis un peu marqué. Le changement, c'est one step at a time. Vous devez avoir un produit qui existe aujourd'hui, et puis tous les ans ou tous les 2 ans, vous allez changer un truc. Pour ceux qui savent comment fonctionne une batterie, à un moment, on change la chimie de la cathode, à un moment, on change l'anode, à un moment, on change l'épaisseur des électrodes. Mais pas les 3 en même temps. Parce que si vous faites les 3 en même temps, ça, c'est un truc qui ne sera pas à l'heure et vous n'arriverez pas à monter en cadence.
Et si vous voulez des exemples de gens qui ont dit qu'ils allaient faire des anodes solides en lithium, Inch'Allah, dans 10 ans, il y en a plein, mais malheureusement, ils ne sont pas là dans 10 ans. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, on peut recruter du talent, et 2, il faut avoir un plan de progression industrielle et technologique que vous pouvez prédire. En complément, il y a aussi le fait de jouer collectif. Alors, on est en septembre, c'est le 23 septembre, on est encore un peu loin de Noël, mais Eric, si vous aviez un rêve, en tous les cas, ou une demande vis-à-vis des entreprises sur le territoire français, sur le territoire européen, voilà, les ETI, les grands groupes, vis-à-vis de gens comme vous, qu'est-ce que vous leur passeriez comme message? Alors, c'est un sujet important. Je crois que démarrer une entreprise en France, une start-up, finalement, c'est assez facile. On a la volonté tous de développer l'industrie et de créer de la richesse. Je pense que ça fait l'unanimité, on est bien d'accord. On a un outil formidable qui est la BPI. Moi, je ne serais pas là si la BPI ne nous avait pas suivis dans notre aventure. Okay. On a la possibilité de trouver des capitaux. Alors, bien sûr, on se dit, les levées de fonds sont très difficiles. Alors, ce qui est difficile, ce ne sont pas les levées de fonds, ce sont les levées de commandes chez les clients. Parce que trouver des fonds, quand vous avez des commandes, c'est facile. Ou c'est moins compliqué que si vous n'en avez pas. On va dire ça comme ça. Et quand on démarre une industrie, en France, on fait un exercice qui est difficile et laborieux. Et on a tous la volonté de développer une création de valeur. Mais cette création de valeur, elle ne doit pas être la volonté des entrepreneurs et du système, et des financeurs. Elle doit être aussi la volonté du système. Et donc, on a besoin, quand on est start-up, quand on est scale-up, du support de notre écosystème industriel. On a besoin que les grosses structures et les moins grosses fassent confiance à des start-up et décident de les mettre en place et décident de les porter dans l'effort jusqu'à ce qu'elles deviennent des références dans l'industrie. Et si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de chance en France d'avoir, j'ai dit la BPI, d'avoir des investisseurs et d'avoir un écosystème favorable au développement de l'industrie. Mais là où on aurait vraiment besoin d'un coup de pouce, c'est sur la collecte des commandes et le support de notre système industriel pour le développement des futurs champions dans l'industrie. Une fois qu'on a ça, en France, c'est beaucoup plus facile d'aller le vendre à l'étranger. C'est beaucoup plus difficile de démarrer un process industriel avec des clients à l'étranger qu'avec des clients en France. Et cette proximité, on a besoin de la créer. On a besoin de créer ce dynamisme. Des pays avant nous y ont pensé, les États-Unis notamment, qui facilitent ces développements-là et portent leurs start-up. On a besoin, en France, de créer cette dynamique pour développer nos industries et ensuite les mettre sur la rampe de lancement international. Merci Eric. Vincent, un dernier point sur quand on est une start-up, on a tendance à vouloir répondre un peu à toutes les demandes, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, faire des produits un peu sur mesure à chaque demande, ou en tous les cas à vouloir se lancer dans une action, à vouloir un peu répondre à tout. À quel moment une entreprise doit opérer ses choix ou faire son choix de modèle? Faible volume, fort volume, voilà. Comment ça peut se passer? Alors, je vais déjà reprendre un peu ce que vient de dire Eric, puis je vais répondre à cette question. Je pense que sur la façon de développer en France, par rapport à ce que disait Eric, il est tout à fait vrai qu'on a un écosystème technologique et, on va dire, investissement early stage et en compris d'État très favorable. Je pense qu'on a des enjeux forts de solidarité souveraine dans le développement industriel. Pour appeler les choses par nom, des gens qui fabriquent des équipements électroniques en France, il y en a très peu. Donc si on veut construire des géants électroniques en France, à un moment, il faut que tout le monde s'y mette. Mon regard va vers la DGA, ST Micro, Safran, Dassault.
Ces gens-là sont parmi les plus conservateurs de l'adoption technologique, alors qu'on a un réseau d'entreprises françaises qui essaient de développer des nouveautés. Peut-être certains d'entre vous étaient hier à un événement fait par la BPI avec Singapour. L'ambiance de solidarité étatique de Singapour sur le développement économique et industriel est d'un ordre de grandeur supérieur à celui qu'on trouve en France. Ça doit nous interpeller. On ne peut pas dire qu'il y a une perte industrielle en France et pas avoir cette solidarité souveraine. Pour répondre à la question des choix, moi je pense qu'il est toujours important, quand on fait une innovation, c'est d'être très clair sur quels sont les 3 critères pour lesquels un client va vous acheter. Moi je fais des batteries solides, je peux me dire c'est bien pour l'environnement. Manque de bol, un client n'en a strictement rien à faire. Donc c'est très bien, je suis très content de le faire. Sur le long terme, on a raison, mais nos clients s'en foutent. Désolé de mon francisme. Donc il achète pourquoi? Parce que c'est petit, parce que c'est soudable et parce que ça dure très longtemps. Donc il faut que tout client pour lequel on fait un développement, et en particulier un développement spécifique, satisfasse au moins 2, probablement les 3 de ces critères. Sinon on ne fait pas parce qu'à la fin on ne gagnera pas. Je vous prends un exemple, vous avez tous eu, c'est plus le cas maintenant, mais des petites calculettes pour aller sur vos comptes en banque. Ces machins-là, il y a 2 piles boutons à l'intérieur. C'est un scandale. La taille de la calculette est décidée par les piles-boutons et les piles-boutons sont en danger environnemental et vous allez les mettre à la poubelle sans aucun état d'âme quand vous allez changer de système et de banque. On peut apporter une meilleure solution, mais il se trouve que la banque, elle s'en fout. La calculette, c'est une bonne taille et tout le monde est content avec ça. Je ne vais pas aller dans ce segment-là. D'accord ? Par contre, quand on parle de cette montre qui fait 1 centimètre d'épais avec un truc qui peut vous brûler le poignet, on commence à réfléchir. La bonne nouvelle, c'est que vos oreilles ne vont pas changer de taille et vous allez avoir de plus en plus d'informations dans vos écouteurs. Là, j'ai un rôle à jouer. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. C'est est-ce qu'il y a une valeur économique, mais surtout, est-ce que vous répondez à 2 besoins ou 3 besoins forts de votre client? Merci pour cette partie donc, avec des entreprises en place. Je me tourne maintenant vers Nicolas Sillon. Donc, tu as rejoint une toute nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc, je te laisse te présenter et présenter ton entreprise. Ouais, merci Sébastien. Alors du coup, je me présenterai dans la réponse à la question parce qu'on va parler un petit peu de l'équipe et de la genèse de la chose. Donc je vais commencer par les 2 fondateurs. C'est Frédéric Dupont qui devait être là aujourd'hui et puis qui a dû aller en Asie parce qu'il faut être partout quand on veut faire une start-up industrielle et que je vais essayer de remplacer. Et Fabrice Letertre. Donc tous les 2, ils ont contribué à l'émergence d'un champion qui s'appelle Soitec. Ils ont travaillé tous les 2 pendant 10 ans. Donc ils ont contribué à cette émergence-là et ils ont créé en 2012 une société qui s'appelait Hexagon, qui était pionnier dans le domaine de l'électronique de puissance et notamment des matériaux grand gap, donc du GaN, et qui a été quasiment jusqu'au produit qualifié et puis qui s'est fait, c'est un succès, racheté par ST Micro. Donc eux, ils ont à leur actif une réussite en entrepreneuriat. Pendant cette aventure Hexagon, alors moi de mon côté, j'ai plutôt un vécu public. J'ai passé 15 ans dans les labos du Leti, plutôt en management. Et puis je suis parti dans un mode un peu start-up public, monter le site du CEA à Toulouse. Où, dans la même idée, on partait de rien, il fallait arriver à quelque chose. Et c'est là qu'on a eu une aventure commune avec Fred et Fabrice, puisqu'on a eu dans nos premiers partenaires Hexagon, qu'on a incubé technologiquement. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans nos locaux, ils ont mis leurs équipements dans nos locaux, ils ont utilisé nos équipements. Donc cette phase d'incubation a été assez prolifique. Et donc on a une première expérience commune de créer de la valeur pour une filière, pour un écosystème, en mode pionnier, en mode pousser de l'innovation de rupture. Et il en reste aujourd'hui un site ST à Toulouse et un site CEA qui fait à peu près 100 personnes. Du coup, quand ils sont repartis pour une nouvelle aventure sur l'électronique de puissance, ils m'ont proposé, on a décidé d'unir nos expériences, nos forces, nos valeurs, pour essayer d'aller vers une start-up industrielle qui va produire sur le territoire européen et qui va aller le plus rapidement possible, on est vraiment dans un mode fast track, ça fera écho à tout ce qui a été dit, vers un produit et vers une production. Du coup, les facteurs clés de succès que vous pensiez être bons, parce que là, vous êtes au démarrage de l'aventure, même si vous avez un peu un départ lancé. Donc, c'était quoi pour vous les ingrédients nécessaires et sur lesquels vous étiez tous d'accord avant de vous lancer dans cette aventure ?
Alors, bon, je veux pas. Il y a beaucoup de facteurs. Déjà, on dira dans 5 ans si c'était des facteurs de succès. Mais bon, je vais pas revenir sur tous les facteurs de succès d'une start-up qui ont été théorisés, débattus sur l'équipe, la solidité de l'équipe, l'IP, le marché. Il y a 2 éléments que je pourrais pointer là. Une start-up, ça part d'une bonne idée. Ça part d'une idée, on va dire. Avec tout ce qu'elle est challengée dans les premiers mois et les premières années de la vie d'une start-up, je pense qu'on peut considérer que si la start-up elle arrive là, c'est que l'idée est bonne. Ce qui va faire la différence, et ça c'est notre conviction et c'est ce sur quoi on met l'accent, c'est la capacité à exécuter. C'est comment on va transformer cette idée en un produit, ça a été beaucoup évoqué. Et de notre conviction, ça démarre très très tôt dans la vie de la start-up. Et on s'est attelé dès le début, surtout Fabrice et Frédéric avant que j'arrive, à mettre en place tous les processus qui vont bien pour non pas créer une start-up, mais développer une société, structurer une société. Donc on a toute l'ossature qui sera encore là, j'espère, dans 4-5 ans, mais qui est déjà posée en termes de processus RH, de processus budget, de plan stratégique. Tous ces volets-là, on les a attaqués très très tôt dans l'entreprise pour être costaud à la fin sur le marché. Et le deuxième facteur peut-être, on veut faire une start-up industrielle, on veut produire sur le territoire, donc il faut maîtriser sa technologie. Donc ça, bon, c'était une évidence pour nous, mais c'est quand même important. On ne fait pas tout faire à l'extérieur, on garde un cœur technologique et c'est ça qui ancrera, le terme ancré a été dit tout à l'heure, c'est ça qui ancrera notre technologie sur le territoire, sinon c'est trop volatile. Si on fait un start-up industriel, il faut maîtriser sa technologie, il faut la développer, il faut avoir une rupture technologique. Et donc le recoupement sur la segmentation marché entre les produits et vos premiers potentiels clients, donc du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était logique ou Alors, ça a été bon. Oui, bien sûr, dans les facteurs de succès, il y a la vision marché. Nous, on attaque un marché mondial. Le marché final, il est mondial. On a la chance. Alors, il y a un petit sujet comme que j'aurais pu dire tout à l'heure, mais on a aussi fait une troisième chose, c'est d'être très discret sur ce qu'on fait. Donc, jusqu'à la levée de fonds, on va très très peu communiquer. Alors, c'est un peu frustrant pour les gens qui nous écoutent. On peut dire que c'est l'électronique de puissance. Ouais. On peut dire que c'est l'électronique de puissance et qu'on va industrialiser. Donc, on a la chance d'avoir un marché mondial, de l'attaquer avec des partenaires clients qui sont des champions européens qui ont accès à ce marché mondial. Et ça a été évoqué tout à l'heure aussi, là, il y a eu un gros travail de Frédéric en amont et qui continue perpétuellement, c'est de positionner nos innovations par rapport au marché. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le marché du bout, là, le rêve. Il faut aussi avoir ce qui va se passer dans 3 ans. Et comment un produit qui n'intégrera sûrement pas l'ensemble de nos innovations technologiques pourra être déjà un premier produit et pourra nous positionner sur le marché. Donc on a cranté les choses, c'est un peu ça que je voulais dire avec le plan stratégique, on a cranté les choses pour aller vers le produit doucement mais sûrement. Justement, une question. Comment est-ce que vous faites pour intégrer des clients assez tôt dans ce processus-là, sachant que la société a un petit peu de choses à montrer, mais pas trop, et qu'un client peut être volatile en termes de volonté d'aller avec vous ou pas, en fait. Comment vous structurez ça, qui est quand même un facteur clé? On l'a vu tout à l'heure, avoir des clients pour démarrer, ça aide quand même énormément. Mais bon, un client, ça vous entraîne aussi dans des chemins qui sont peut-être pas les bons pour vous, en fait. Alors, il y a un premier facteur important, je ne l'ai pas dit, mais dans les facteurs de succès, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on est une start-up de quinca. Et des quinquas, ça a quand même un réseau et une expérience, et pour certains, je ne parle pas pour moi, mais une crédibilité. Et ça aide beaucoup dans la phase d'identification du marché et des discussions avec les clients qui, du coup, sentent le projet crédible et peuvent nous intégrer dans leur réflexion assez en amont et en ouvrant le kimono sur certaines choses. Donc ça, c'est un élément important. Et après, une fois qu'on a ça et qu'on a ces discussions, c'est quand même beaucoup plus facile de se positionner, de positionner notre innovation, de positionner notre technologie par rapport au futur marché. Du coup, Jean-Christophe, j'en profite là, mais sur vos clients, est-ce qu'il y a des grands sujets actuellement, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la géopolitique, l'accès aux clients, justement, la même question, mais par rapport à ce que vous voyez dans votre portefeuille? Alors on voit, c'est assez étonnant en ce moment parce qu'il y a à la fois, il y a un sujet géopolitique qui est évident, qui change tous les jours et qui sème un bazar monstrueux dans les supply chains. Enfin, soyons clairs, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est l'enfer. Mais c'est comme ça. Après, ce qui est assez étonnant, c'est que nous, dans les sujets que l'on voit qui émergent et qui se développent, il y a des sujets très, très amont, très complexes. Comment amener la lumière le plus possible vers les data centers pour optimiser en fait le flot de données avec une complexité de la photonique, de l'intégration, etc. Et puis des sujets très terre à terre qui est de dire comment on gère la thermique dans une voiture électrique et sur
des convertisseurs qui ont besoin de gérer de plus en plus de puissance et d'optimiser ça. Et avec un besoin en matériaux, en électronique de puissance et en environnement autour de ça, qui est d'une complexité redoutable parce qu'il faut que ça marche tout le temps et à des coûts qui soient adaptés. Et en fait, c'est assez étonnant cette phase dans l'industrie, c'est qu'il y a à la fois des sujets très pushy, très amont, associés aux densités de mémoire, aux processeurs, etc. Et à côté de ça, des sujets qui sont très terre-à-terre, qui est de dire, pour que ces trucs-là marchent, typiquement on parle de data center, pour que ça marche, il faut arriver à dissiper de la chaleur de façon beaucoup plus importante qu'actuellement. Et comment on fait ? Et c'est du matériau, c'est de l'ingénierie, c'est de l'excellence d'un point de vue production, et c'est d'une complexité redoutable en fait. Et il y a ce double mouvement actuellement de choses très innovantes, quantum computing, et puis à côté de ça, comment on gère les besoins qui sont liés à plus de puissance par exemple, ou plus de densité, plus de mémoire, etc., qui revient à des enjeux de matériaux, de conception, d'engineering mécanique, etc., etc. Et on est à cette croisée de chemin qui est passionnante dans l'industrie actuellement, avec des acteurs qui viennent d'autres secteurs industriels et qui amènent des solutions au domaine de l'électronique et au domaine de la microélectronique. Parce qu'effectivement, il y a des grands sujets scientifiques, des océans entre guillemets qui s'ouvrent, hein. Le quantique, comme tu l'as annoncé. Il y a aussi toutes les approches neuromorphiques, enfin voilà, des choses tout ce qui est photonique et effectivement avec beaucoup de promesses. Et comment est-ce que les gens arrivent un peu à recoller entre guillemets dans cette vision où on dit que la tech c'est bien, mais il y a un moment d'industrialisation vis-à-vis des clients qu'on choisit, qu'on fait des paris. Donc voilà, comment est-ce que les gens arrivent à se sortir de ces équations qui ne sont pas forcément hyper simples ? Je pense on l'a évoqué tout à l'heure, mais les différentes sociétés avec lesquelles on travaille, il y a toujours une notion de vision, de volonté de développer, etc. Intégrer des besoins clients le plus tôt possible est quand même quelque chose d'essentiel, dans le sens où un client à un moment donné a des besoins terre à terre d'un point de vue coût, délai d'approvisionnement, volume, etc. Et ça, c'est clé. Et on voit dans l'évolution, on parle de neuromorphique typiquement, que ce soit au niveau imagerie ou au niveau computing, il y a des vrais besoins. Et embarquer des industriels qui seront clients à un moment donné le plus tôt possible dans le cycle de développement permet de revenir à des choses qui sont terre à terre et qui sont vraiment essentielles. Et ça, je pense que c'est une des clés des différentes sociétés avec lesquelles on travaille un peu partout dans le monde. Alors Nicolas, c'était ça ton job en fait avant au sein du CEA Tech, c'est-à-dire dans cet écosystème, on va dire académique. Voilà, comment est-ce qu'on identifie ces potentielles nouvelles activités, que ce soit avec la création d'une start-up ou une licence à une entreprise? Alors effectivement, mon job, c'était de créer le lien entre les labos et les entreprises et d'apporter les technologies les technologies du CEA vers les entreprises. Alors je crois qu'aujourd'hui, on le disait avant la table ronde, on a une force de frappe R&D en semi-con qui est colossale en France et enviable. On a aussi fait pas mal de progrès, je pense, sur les 10 dernières années dans les processus d'identification au sein des labos, dans les processus d'identification, d'accompagnement. Et je vais parler pour le CEA, et puis il y a une personne qui est bien concernée ici dans la salle, mais ça n'a jamais été autant facile et valorisé et encouragé de sortir pour créer une start-up au CEA. Il y a toujours un pas à franchir, mais globalement, quand même, on met les gens dans une situation de sécurité et de challenge de leur idée. Que je trouve remarquable. C'est vrai au CEA, c'est vrai au CNRS. Et c'est aussi vrai dans les entités de R&D des grands groupes qui, quand même, ont aussi des démarches qui mènent vers la start-up. Ça, c'est aussi, je vais le faire aussi, mais c'est aussi très bien accompagné par BPI et tout ce qui se passe dans ces premières étapes, premiers mois, c'est du challenge des idées, que ce soit iLab, que ce soit Boost Run Check. Chaque fois, les porteurs sont challengés, ils progressent, ils avancent. Et encore une fois, si l'idée n'est pas bonne, elle ne va pas passer. Et donc, on a à la fois en interne dans les labos et en externe avec BPI, enfin externe pour les labos, tout ce qu'il faut, je pense, pour faire émerger les sujets. Et les succès récents dans la photonique et à venir dans le quantique en sont des bons exemples. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore mieux faire encore mieux faire. À et alors du coup, que... quand on fait comme ça du techno-push, il va souvent manquer la vision produit. Et j'en parle en connaissance de cause, quand on est dans un labo, on ne sait pas ce que c'est qu'un produit qualifié. On ne sait pas ce que c'est. Donc, et à côté de ça, il y a un autre canal pour les startups qui est plutôt appli pool que techno-push. Ce canal, il existe.
eux aussi, ils ont besoin de rupture techno. Je pense que la clé, je n'ai pas la solution pour le faire, mais c'est vraiment de faire parler ces demandes beaucoup plus qu'ils ne parlent aujourd'hui. Et que quand on démarre un projet de start-up industriel, on ait à la fois une vision très très claire sur le besoin appli et marché, et en étant costaud sur nos bases technologiques pour pouvoir garder la techno en Europe. Vincent, un commentaire? Oui, si je pouvais réagir vis-à-vis de ça, je pense que on est tous d'accord qu'il y a un écosystème qui est très favorable et qu'il y a un enjeu de passage à l'échelle en France pour des raisons de taille, de capital, de choses comme ça. Je pense que ce dont on manque, c'est facile à dire, hein, mais c'est des schémas directeurs qui soient des schémas directeurs opérationnels. Je vais vous poser 2-3 questions, puis vous allez tous avoir la même réponse, donc ça ne doit pas être faux quand même. D'accord ? Est-ce qu'on va avoir plus de connectivité ? On peut penser que c'est oui. Est-ce qu'on va faire des véhicules électriques ? On peut penser que c'est oui. Est-ce que l'avenir du véhicule électrique est un machin qui fait 2,5 tonnes ? La réponse est probablement non. Est-ce qu'on a des enjeux de chaleur ? Oui, le data center, 6% du CO2 dans le monde. Presque autant que la voiture. Je voudrais me battre un peu pour mon industrie d'avant. C'est quand même un vrai sujet. Donc, quelque part, on a des capacités techniques, pas pour régler le problème de la dominance chinoise à 2 ans, mais pour être un vrai concurrent avec une meilleure vue stratégique à 10 ans. Aujourd'hui, quand on fait des usines de batteries automobiles pour faire des batteries de 100 kWh avec une technologie chinoise où le supply chain est en Chine, je pense qu'on sait très bien où ça va. Donc pourquoi on ne ferait pas des batteries plus petites sans dépendance chinoise dans 10 ans ? Donc, et je pense que c'est ce lien-là dont on parle. C'est d'avoir un encadrement entre une recherche fondamentale qui est, à mon avis, assez inégalée, une capacité d'innovation très forte et un écosystème qui doit être plus peut-être visionnaire et accompagnant d'un développement industriel. Et je pense que Singapour le fait mieux que la France. Mais ça, c'est juste pour la provoque. Du coup, Eric, vis-à-vis de l'émergence de l'entreprise là, de Nicolas, est-ce que ça vous appelle des commentaires ou Oui, alors ça m'appelle quelques commentaires. Alors d'abord, j'écoute attentivement ce qui se dit et je m'aperçois que l'innovation tourne autour des matériaux. Ça, c'est un point important, c'est que tout ne passe pas par les lignes de code. Et donc, les matériaux se rapprochent du geste industriel, que je défends bec et avec ongle. Et ça, c'est important, parce que pour les jeunes générations qui arrivent, ça leur ouvre un domaine d'innovation qui est gigantesque. C'est le domaine du hardware. Et la bataille demain se fera peut-être pas sur le software, elle se fera peut-être sur le hardware. Soyons présents sur ces sujets de management de la thermique, okay, parce que les composants de demain vont nécessiter un bon management de la thermique. On a parlé de la puissance électrique, mais je crois savoir que sur les sujets du quantique, il y a des sujets de cryogénie. C'est la même chose, mais à basse température. Sur les sujets d'innovation en matière d'énergie, on parle de ITER, il y a des sujets également de cryogénie et de très haute température. Donc, il y a un champ d'innovation qui s'ouvre, qui est absolument énorme, autour de la maîtrise des matériaux. Et je pense que la société que vous êtes en train de développer, finalement, va apporter des solutions dans ces domaines-là. ITEN, évidemment, c'était parcouru et expliqué. Et j'ai un message, moi, d'optimiste pour les jeunes qui arrivent. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand j'ai créé la société, une de mes volontés, c'était aussi de créer une base d'apprentissage pour les jeunes générations. Parce que nous, les anciens, maintenant, on a quand même une responsabilité de laisser à nos jeunes une base d'apprentissage suffisamment robuste pour préparer l'avenir. Je vois beaucoup de jeunes ingénieurs qui sortent de l'école et qui ne savent pas comment se positionner et qui ne savent pas trouver la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est dans notre industrie, elle est chez les industriels qui préparent l'avenir. Donc soyons capables de produire les produits dont on a besoin aujourd'hui sans aller chercher des innovations trop loin, pour préparer nos futures innovations. Et j'incite les jeunes à aller dans ces métiers de la métallurgie, des matériaux en général, et pas uniquement dans les métiers des lignes de code. Voilà. Un beau message de passer.
Peut-être un point qu'on n'a pas encore abordé, Nicolas. On a beaucoup parlé de la France, finalement assez peu de l'Europe, alors que c'est quand même un sujet, les semi-conducteurs qui on voit à une maille quand même au-delà des frontières. C'est quoi votre lien avec l'Europe, notamment avec le CHIPS Act, les différents outils, les IPCEI, les appels à projets de la ChipJU, tous ces outils un petit peu compliqués prime abord. Donc voilà, comment est-ce que vous vous positionnez ? Alors, avant les outils de financement, il y a la force de l'Europe. Et dès le début, dans Alpsemi, on a choisi d'être européen. Donc, dans le réseau de partenaires qu'on construit, dans les gens avec qui on travaille, on a déjà un ancrage franco-allemand très fort et on y croit. Et ça va préparer aussi cette phase de recherche de financement. Nos partenaires sont européens et Alpsemi veut être une entreprise européenne. Et pour développer de la technologie, il faut au moins être européen et pas que national. Après viendra le temps des financements européens, qui sera peut-être plutôt dans une deuxième phase. Aujourd'hui, on discute notamment avec BPI sur des financements nationaux. Donc c'est compliqué. Il faut la bienveillance de tous les acteurs autour de nous, à la DGE, à BPI, pour nous accompagner dans les régions aussi sur ces volets-là. Entre effectivement l'IPCEI, le ChipJU qui demande d'avoir déjà un réseau de partenaires quand on est dans un mode confidentiel, c'est un petit peu compliqué. Voilà, tous ces volets-là, on va les attaquer. C'est peut-être pas les premières choses qu'on fait. On ira en étant un peu plus costaud l'année prochaine. Mais on est tout à fait conscient qu'il faut y aller et que c'est par là qu'on trouvera l'effet de levier pour aller jusqu'à la production. D'accord, donc certainement un axe franco-allemand par exemple, pour le futur qui est déjà en place et qu'on va renforcer. Très bien. Jean-Christophe, peut-être un dernier point, parce que ça a été sous-entendu, mais finalement, tu avais commencé par un petit topo sur les levées de fonds, le fonds de fonds, là, sur les semi-conducteurs. Comment est-ce que tu perçois les dernières annonces ? Il y a eu pas mal d'annonces dernièrement, on parlait de Saint-Hilaire, mais il y en a d'autres. Ce que je disais, donc la partie levée de fonds de cet écosystème semi-conducteur depuis 5 ans, on est un peu plus d'1 milliard d'euros, ce qui est quand même conséquent. Après, voilà, c'est à l'échelle de la France. Il y a une dynamique en fait qui est importante avec pas mal de fonds qui ont une partie de spécialisation en fait sur ce domaine semi-conducteur. Des fonds ont été annoncés, Ardian, mais aussi Iota Capital. On a aussi Jolt. On a des fonds européens. Carlyle investit énormément aussi en Europe sur ces sujets-là. Donc en fait, on est dans un passage où il y a une complexité de levée de fonds, mais il y a quand même de très nombreux fonds qui prennent en compte, dans le cadre de la deep tech ou pure du semi-conducteur, en fait, ces domaines-là, tout simplement parce qu'il y a une dynamique de changement technologique, de croissance de marché qui est excessivement importante. L'autre point qui est important quand on discute France ou Europe, en fait, on parlait tout à l'heure en disant, bon, l'Europe, c'est en gros, ça doit être entre 7 et 8% du semi-conducteur mondial. Bon, c'est pas top. Mais si on regarde au niveau équipement, on est en gros à 30%, d'accord, grâce à ICM International, grâce à ICML. Si on regarde au niveau des pompes, des valves qui vont dans les équipements, on est à plus de 40%, en fait, d'accord. Donc, il y a en fait des poches de croissance dans ce domaine-là, sur lesquels, oui, il y a des choses au niveau composants, que ce soit des composants de type solid-state battery, que ce soit sur des composants de puissance, sur l'interconnectique, sur la connectique, etc., etc. Mais il y a tout un écosystème derrière et une industrie sur lequel des acteurs mondiaux dépendent de structures françaises ou européennes, en Chine, aux États-Unis, au Japon, etc., tout simplement parce qu'il y a une excellence en termes de manufacturing à un moment donné en Europe et sur des métiers qui sont des métiers au cœur de cette industrie. Et du coup, je pense que c'est important de donner cette perspective-là, c'est que il y a des fonds disponibles, c'est compliqué, mais il y a des fonds disponibles. Il y a une R&D, il y a une capacité d'innovation qui est quand même juste incroyable. Et derrière, il y a cet enjeu de mise en production, de suivre des besoins de clients, d'embarquer des clients assez tôt dans ces processus-là. Mais il y a quand même des exemples de réussite. Donc, c'est un message qui est plutôt positif et ouvert, c'est de se dire, à un moment donné, ça marche, quoi. C'est du boulot, mais ça marche. Ça, c'était peut-être ton dernier mot. Est-ce que chacun d'entre vous avez un mot de fin avant de passer à la clôture de cet atelier sur les semi-conducteurs ? Nicolas ? Moi, j'en ai peut-être deux, mais ça va être des reprises de ce que vous avez dit, messieurs. C'est ancrer. Il faut qu'ensemble, on ancre des technos sur le territoire. Et le deuxième, que j'ai oublié, c'est la solidarité.
Je pense qu'il faut qu'on joue groupé sur ces volets-là. Les champions, il faut trouver les synergies, il faut qu'on travaille ensemble, et notamment dans les montées en puissance de lignes industrielles, il faut qu'on joue groupé et chercher les synergies. Vincent? Non, je pense que sans utiliser une phrase un peu trop simpliste, je pense que le résultat d'une idée, c'est quand il y a un produit dans la main d'un client qui est prêt à le racheter. Donc, je pense qu'il est important que collectivement, la France comprenne que la preuve du concept, elle est dans dans la main d'un client qui paye plus que le coût de fabrication. Et je pense qu'il y a un avenir qui est tellement percuté par des développements technologiques, par des enjeux géopolitiques, qu'il existe tout un tas d'opportunités. Mais par contre, c'est une compétition dans laquelle la vitesse et la prise de risque éduquée sont importants. Et ça, c'est pas forcément les critères premiers de l'éducation française, la prise de risque vite. Et je pense que c'est important qu'on développe ensemble et surtout qu'on le pousse. Eric? De mon côté, je soulignerai quand même l'effort collectif que doit faire le système industriel pour faire pousser des startups. C'est la responsabilité de tous. Et puis, peut-être un petit mot par rapport à la compétition. La compétition, elle est certainement elle est importante, mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est qu'un marché n'est pas sans compétiteur. C'est un point important. Et chaque entreprise en compétition doit considérer que son compétiteur est là pour consolider sa technologie et consolider un marché. Donc il faut savoir accepter sa compétition et l'utiliser pour se développer. C'est un point important qu'on doit apprendre à faire en Europe, je pense. C'est clair, il y a des industriels qui ne vont pas sur des choix s'il n'y a pas de compétition d'ailleurs. Exactement, les solutions alternatives sont primordiales. Exactement. Merci messieurs d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé vos retours d'expérience sur ce secteur des semi-conducteurs. Alors, vous avez vu, on est passionné un peu par ces sujets-là, donc n'hésitez pas à nous revenir. Vous aurez compris que dans les échanges, il faut rester focusé sur la réussite du projet, jouer la complémentarité des équipes. Il y a les premières étapes de R&D, de faire une maquette. J'oserais même ce terme avant même la notion de proto. Voilà. Après, il y a une autre équipe pour faire le proto et surtout, il y a une autre équipe pour faire l'industrialisation. J'espère que vous aurez bien pris ce message et surtout qu'il ne faut pas hésiter à avoir dans ces boards de la seniorité, des gens qui l'ont déjà fait, qui ont déjà vendu du semi-conducteur aux clients pour lesquels on fait notre objet industriel ou pas. On a un énorme avantage avec toutes les forces qu'on a, mais il faut qu'on accélère vraiment sur le partage et ces accompagnements si on veut que ces étapes d'industrialisation fonctionnent, industrialisation de soft ou de hard, hein, ça fonctionne pour les deux. Je vous rappelle la sortie très rapide maintenant de notre radar sur ces semi-conducteurs en France. C'est quelque chose qui nous est très cher au sein de BPI France. Vous avez reçu le questionnaire alors pendant l'été avec notre partenaire YOL. On va le repousser parce qu'il y a encore des réponses qui nous manquent pour avoir une analyse plus fine. Et évidemment, ça va servir à organiser tout un tas de choses et d'événements par la suite. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cet atelier et à très vite sur les semi-conducteurs. Merci beaucoup.